Comme tout le monde, en fait, je tiens à remercier vraiment l'équipe du festival pour cet accueil extrêmement chaleureux et cordial. C'est vraiment un plaisir d'être ici devant vous et de vous présenter ces femmes qui ont été invisibilisées en Suède au XIXe siècle. Alors la première slide de mon PowerPoint est assez mystérieuse, puisque vous pouvez reconnaître à la fois Catherine Deneuve et Auguste Strindberg. Pour ceux qui ne suivent plus, en fait, Catherine est à gauche et Auguste à droite. Et en fait, je vais vous expliquer dans quelques instants pourquoi vous avez cette image. Pourquoi ? Parce que vous avez bien reconnu l'image de Catherine Deneuve dans Le Dernier Métro. Et je pars en fait du détour par Le Dernier Métro, parce que dans Le Dernier Métro, il y a cette scène très belle entre Sabine Autepin et Jean Poiret. Jean Poiret, en fait, tend à Sabine Autepin une pièce en lui disant c'est une pièce d'une autrice norvégienne inconnue, Karin Bergen. Ça s'appelle La disparue. Ah ben, je ne l'ai pas trouvée à la librairie théâtrale. Oui, c'est normal, ça n'a jamais été publié. Et moi, en fait, cette scène, évidemment, m'intéresse, puisque cette Karin Bergen, pour moi, elle est exemplaire de ces femmes invisibilisées, de ces autrices, en fait, scandinaves qui ont disparu. La pièce, d'ailleurs, s'appelle La disparue. On ne peut pas s'empêcher d'y voir quelque chose d'un petit peu symbolique. Et elle est qualifiée, en fait, aussi dans le film de vignette venue de la brumeuse Scandinavie, ce qui rappelle, en fait, tout le marronnier de la critique française du 19e, qui voyait dans toutes ces pièces de Strindberg et d'Ibsen des brumes du Nord. Cette Karen Bergen, elle me sert donc, en fait, d'entrée en matière pour évoquer toutes ces femmes qui ont été cachées par ou derrière Strindberg. Et ces femmes, je les appelle donc les invisibilisées. Vous êtes désormais familiers avec ce terme. Et ces femmes, en fait, dont je vais vous parler, ont toutes écrit au moment du genombrott suédois. Ça veut dire la percée moderne. C'est le moment, en fait, où la littérature suédoise prend une sorte d'autonomie par rapport au modèle en particulier français et commence à créer une littérature nationale. Donc cette littérature nationale va se créer autour d'un canon. Ce canon, en fait, va être incarné par beaucoup de femmes, et toutes ces femmes vont disparaître, vont sombrer sans postérité, et le seul, en fait, dont on retient le nom, et c'est quelqu'un qui s'est tenu à l'écart de ce genombrott, c'est Strindberg. Donc il n'en est resté qu'un, et ma question, en fait, sera de savoir pourquoi il n'est resté que celui-là, et de redonner un petit peu voix, et sinon corps, puisque comme M. Magé l'a souligné, je suis aussi directrice de compagnie, et on s'occupe aussi de remonter les pièces, même si, comme Aurore l'a dit, c'est très compliqué, parce que quand vous allez voir un directeur de théâtre et que vous lui dites « c'est comme Strindberg », mais en fait, c'est pas lui, ça ne marche pas très bien, parce qu'on ne veut voir que du Strindberg et que du connu. Alors, ces femmes, en fait, j'ai décidé de vous en présenter trois. La première, l'invisible numéro 1, donc, c'est Victoria Benedictsson. Elle naît en province, en Scanie, en 1850, de parents extrêmement mal assortis, ce qui fait qu'en fait, elle va contracter un mariage de raison avec un veuf déjà nanti de 5 enfants, qui lui donne toutefois une position sociale qui va lui permettre d'écrire sous un pseudonyme masculin, celui de Ernst Ahlgren. Et on fait souvent, en fait, de Victoria Benedictsson une maîtresse du réalisme. Elle aussi est polygraphe, comme beaucoup de ces femmes dont nous avons parlé, et elle a écrit des romans, en particulier un roman qui s'appelle Pengar, en 1885, L'argent. Ça évoque la vie d'une femme qui aurait aimé devenir artiste, mais qui se retrouve enfermée dans un mariage ennuyeux. Donc c'est un roman de l'artiste au féminin qui se termine par un fiasco. Madame Marianne évoque aussi la vie d'une femme qui renonce à ses aspirations romantiques pour créer un vrai mariage basé sur l'égalité avec son époux. Il y a aussi des nouvelles, Ur Mörkret, sorties du néant, qui esquissent le drame d'une jeune fille qu'on a élevée comme un garçon
et qui va se heurter en fait à la société qui n'est pas prête à cela. Et puis il y a donc en fait ces pièces de théâtre, et il y a en particulier une pièce de théâtre en un acte qui s'appelle Au téléphone et qui anticipe en quelques mesures sur la voix humaine de Cocteau, puisque la pièce évoque la conversation au téléphone d'une femme et de son soupirant. Et puis de sa mort en 1888, je parlerai plus tard, et vous comprendrez pourquoi je décidais de l'appeler la sacrifiée. On a beaucoup parlé en fait aussi de la disponibilité des œuvres. Première chose à vous dire, en fait, ces œuvres n'avaient pas été traduites en français, et en effet, un de mes travaux pour les faire se découvrir en fait était de les traduire, et donc vous avez une petite pièce de Victoria Benedictson qui s'appelle La Juliette de Roméo, donc en fait une actrice qui joue le rôle de Juliette et qui s'avère être une femme mariée très bourgeoise avec 4 enfants, donc une sorte d'anti-archétype de l'actrice, donc qui a été traduit dans un numéro de l'Avant-Scène Théâtre. L'invisible numéro 2, ce serait Alfide Agrel, que j'ai envie cette fois-ci d'appeler la réplique. Elle est née en 1849, la même année que Strindberg, et en fait, elle reçoit une éducation classique, quelques cours de langues étrangères, de piano, et tout ça fait qu'elle est prête à épouser, à 19 ans, un commerçant plus âgé, avec lequel elle n'aura pas d'enfant, mais elle va pouvoir s'installer à Stockholm, fréquenter des cercles mondains, et puis, surtout, donc, commencer à écrire. Elle commence donc par des comédies en un acte, puis ensuite des pièces plus ambitieuses. La pièce qui, à la limite, serait la plus intéressante, c'est Sauvé, en 1882, qui est le premier grand succès d'Agrel et qui est de façon explicite une réplique à une maison de poupées d'Ibsen qui avait été jouée à Copenhague en décembre 1979. Les féministes avaient considéré que ce qu'avait écrit Ibsen n'était absolument pas réaliste et qu'une femme comme Nora n'aurait pas quitté sa maison en laissant ses enfants. Donc il y a eu un certain nombre de répliques suédoises ou norvégiennes à la pièce d'Ibsen, et donc Sauvé en fait partie. À Sauvé succèdent un certain nombre de pièces, Condamnée, Seule, pièces qui évoquent sans embâche la condition féminine, des thèmes en fait qui sont communs avec les pièces dont nous parlait Martine tout à l'heure, c'est-à-dire le mariage et même les questions d'avortement, d'abstinence sexuelle. Donc ça va en fait assez loin en fait dans les revendications féministes. Troisième invisible, en effet, c'est Anne-Charlotte Leffleur, et cette fois-ci en fait je l'appellerai plutôt l'ennemi. Anne-Charlotte Leffleur, elle naît dans une famille extrêmement privilégiée, puisque ses frères en fait vont être scientifiques, linguistes, et c'est la seule fille. Et donc, on va lui donner en fait la possibilité aussi d'avoir une éducation extrêmement poussée pour une fille. Elle n'ira pas à l'université, il faut quand même pas exagérer, mais elle peut quand même écrire chez elle, et elle est surtout encouragée par son père, qui a ce geste absolument merveilleux d'aller voir un éditeur et de proposer en fait qu'on édite les nouvelles de sa fille de 19 ans. Alors évidemment, sous pseudonyme, un pseudonyme masculin, mais c'est quand même l'entrée en littérature de cette petite jeune fille. Et à la suite de cette entrée en littérature, elle se marie, évidemment, pour avoir une position sociale, et elle ne va cesser d'écrire. Et la percée, en fait, qu'elle a, c'est une pièce qui s'appelle La Comédienne, que j'ai aussi traduite, donc en 1873, qui prend, en fait, comme héroïne une comédienne qui en fait décide de renoncer au mariage pour poursuivre son art. Donc on ne peut pas ne pas lire là-dedans ce que veut dire aussi une autrice sur son art. Là encore, une femme extrêmement polygraphe, puisqu'elle a écrit en fait des nouvelles, des romans, des essais, et qu'elle a aussi été journaliste, allant enquêter par exemple en fait sur la prostitution à Londres. C'est aussi une femme qui a été engagée, qui avait en fait des salons qu'elle animait à Stockholm. Elle s'est engagée aussi pour quelque chose qui peut paraître anecdotique, mais qui a finalement beaucoup d'importance, qui est la robe réforme. Cette idée, en fait, que les femmes du 19e n'étaient peut-être pas obligées d'être coincées dans des corsets, mais pouvaient en être libérées. Et elle a été une des premières femmes, en fait, à militer pour cette robe réforme, donc sans corset, libre, et à la porter. Elle a aussi correspondu, en fait, avec un certain nombre d'intellectuels, et pour le coup, elle est extrêmement connue de son temps, comme le sont de fait toutes les autres. Disons
d'abord que ces trois femmes ont en commun un certain nombre de similarités. Toute leur vie ne furent pas tragiques, mais la plupart le furent, et toutes firent le choix de se marier par un mariage de raison qui leur donnait la possibilité d'écrire. Chance ou malchance, aucune n'eut d'enfant, ce qui leur donna aussi la possibilité d'écrire. Autre trait commun souvent à ces autrices et à beaucoup d'autres autrices, l'emploi de pseudonymes masculins pour se faire publier. Ces autrices donc sont nées presque la même année et en tout cas exercent leur art au moment du Genombrot, qui est donc ce moment de percée dans la modernité. Autrice polygraphe, je l'ai dit, autrice engagée et autrice qui souvent prennent comme héroïnes des femmes artistes. Toutefois, et je l'ai dit à propos de Les Fleurs, leur point commun aussi, c'est que leur invisibilisation commence assez vite, même de leur vivant. C'est-à-dire qu'elles ont 10 ou 15 ans de célébrité éclatante avant que soudain tout cela s'effondre. Il y a une exception à cela, c'est Victoria Benedictson. Benedictson, en fait, n'a jamais été invisibilisée. Elle a toujours eu sa place dans les anthologies, mais elle a eu sa place dans les anthologies parce qu'elle a écrit un journal intime, genre, que l'on considère comme féminin. Donc, elle pouvait avoir cette postérité. Et puis, Victoria Benedictson reste dans les anthologies, sans doute par la petite histoire, parce qu'elle a mis fin à ses jours à 38 ans, en se tranchant la gorge dans une chambre d'hôtel, après avoir lu une critique d'un critique masculin qui disait que son œuvre n'était qu'un ouvrage pour dames. Donc, évidemment, elle a été récupérée et n'a, de fait, jamais trop été oubliée à cause de cela, au point même qu'il y a un livre dans les années 1940 en France, un livre de Lucien Maury qui lui est consacré. Ça s'appelle « L'amour et la mort » d'Ernst Ahlgren. Vous voyez bien que ce n'est pas tellement les problématiques littéraires dont il est question ici, mais plus la vie amoureuse de cette autrice, en plus ici résumée à son pseudonyme masculin. Que s'est-il passé en fait donc pour que ces femmes soient invisibilisées ? Eh bien, en fait, c'est assez simple. Elles ont en effet disparu des anthologies. S'il y a eu un succès, s'il y a eu donc émergence, s'il y a eu une première légitimation, cette légitimation, elle s'est très vite effondrée. Il n'y a pas eu consécration, il n'y a pas eu perpétuation. Ici, je reprends en fait les 4 étapes qu'Alain Viala distingue pour devenir un classique. En effet, dans les anthologies de la littérature suédoise, ces femmes disparaissent, et même jusqu'à une période assez récente, ce qui, je vous le rappelle, est quand même assez étonnant dans un pays comme la Suède, qui a une réputation d'égalitarisme, voire de féminisme. Si on va du côté de la critique française, les numéros, par exemple, d'Europe qui sont consacrés à la littérature suédoise, eh bien, on ne voit absolument pas leur nom. Et puisqu'en fait on parle en fait uniquement d'auteurs plus contemporains, et dans la somme qui est l'histoire des littératures scandinaves de Régis Boyer, on ne voit pas non plus en fait le nom de ces femmes, et le jeu sur le gender est assez intéressant chez Régis Boyer, puisqu'il a un chapitre qui s'appelle « Les hommes du Genombrot », et à l'intérieur on trouve Victoria Benedictson sous son pseudonyme masculin. Et quand il veut parler d'une femme qui est peut-être un petit peu en avance, il l'appelle le précurseur. Donc, c'était pas tout à fait gagné. Et de fait, la bibliographie en fait, sur ces femmes, elle est plutôt le fait de femmes, Laura Marholm, Louise Crupi. Alors, ce n'est pas forcément des femmes qui sont extrêmement gentilles, sympathiques et positives à l'égard de ces autrices, mais il n'empêche, elles écrivent quand même sur elles. L'exception, en fait, serait Maurice Prosor qui consacre une petite notice, en fait, à Les Fleurs dans un petit opuscule, mais c'est vraiment plutôt l'exception. Alors, cette invisibilisation, elle est surprenante, déjà parce qu'on est en Suède, je vous l'ai dit, et aussi parce que c'est le moment du Genombrot. Et en fait, cette percée moderne,
on aurait pu se dire, puisque cette percée moderne, c'est une émancipation de la Suède par rapport au modèle français dominant. Est-ce qu'on n'aurait pas pu se dire que c'était aussi une période pour l'émancipation des autrices, voire des femmes? Alors, ça l'est, mais de façon très étonnante, lorsque l'on parle du Genombrot, en fait, on va oublier les femmes qui ont accompagné ce mouvement. Et il faut vraiment attendre les théoriciennes du gender dans les années 70 pour que ces femmes, en Suède, dans le monde scandinave de manière générale, puisque ça parle plutôt du Danemark, soient redécouvertes. Et donc, en fait, il y a une opération récente de désinvisibilisation de ces femmes en Suède, qui commence par des travaux universitaires, qui commence par la création d'un site internet, en fait, qui date des années 90, sur l'histoire des femmes dans la littérature du Nord, avec un certain nombre de rubriques. Il y a aussi le fait, dans les années 2000, de redonner la parole à ces femmes, donc de les faire redécouvrir au théâtre. Il y a un certain nombre de lectures. On les réédite. On fait la première biographie de Les Fleurs. Donc en fait, on essaye de créer, à côté du canon qui les a invisibilisés, une sorte de deuxième canon, cette fois-ci un canon féminin ou féministe. Alors, quelle est la part de Strindberg dans tout ça? Est-ce qu'il est responsable, finalement, d'avoir éclipsé, d'avoir occulté toutes ces femmes du Genombrot? J'ai envie de dire oui et non. Les relations en fait de Strindberg et des femmes, c'est des relations extrêmement compliquées. Je ne parle pas seulement de ce qui se passait dans sa chambre à coucher ou son salon, ce qui ne nous concerne pas ici, mais en tout cas, le débat est toujours vif pour savoir en fait si Strindberg était un vrai misogyne, un faux misogyne, ou quelqu'un qui aimait tellement les femmes que du coup il en parle de façon affreuse. Je mets évidemment ici le bouc émissaire et un portrait de Strindberg. Ce qui se passe aussi, c'est une désinvisibilisation de ces femmes par ricochet en détruisant la figure de Strindberg. Il y a, dans une période très récente, Régine de Tambel a écrit un roman qui s'appelle « Trois ex », qui redonne la parole en fait à trois ex de Strindberg, puisqu'en fait il a beaucoup écrit à partir de sa vie privée et on considère désormais que ces femmes doivent reprendre la parole. Et puis même dans les articles, en fait, Strindberg devient l'échelle de valeur et il s'agit de faire une surenchère. Vous voyez, le suédois, c'est facile, en fait, ça veut juste dire plus populaire que Strindberg, et c'est en fait Anne-Charlotte Les Fleurs. Donc dans la presse régionale, en fait, lorsque l'on parle des pièces de Les Fleurs, on dit que Les Fleurs est plus populaire que Strindberg. Ce qui prouve aussi qu'il reste le modèle et le maître étalon, en fait, pour la littérature suédoise. Dans cet ouvrage que vous connaissez peut-être, en fait, Liv Strömquist, qui est aussi suédoise, elle prend en fait certains mâles dominants suédois et en fait, elle redonne la parole aux femmes qu'ils ont occultées. Alors, elle ne parle pas de Strindberg, mais elle parle de Bergman en particulier. Donc, si ça vous intéresse d'aller voir les relations de Bergman aux femmes et le processus de désinvisibilisation des femmes derrière Bergman, il y a cet ouvrage. En revanche, je ne peux pas ne pas signaler l'espèce de geste extrêmement fort qu'a fait la maison d'édition Rosenlarv, qui a donc réédité les œuvres de Les Fleurs et d'autres autrices du Genombrot. La maison d'édition Rosenlarv fait paraître Mariée 2, alors qui est un ouvrage de nouvelles d'une misogynie assez terrible, mais en fait, la maison d'édition réédite Strindberg en mettant que des pages blanches. Donc en fait, cette édition est un livre blanc où on a supprimé toutes les choses affreuses qu'avait pu dire Strindberg sur les femmes. Alors, essayons de conclure. Est-ce que Strindberg est responsable de l'invisibilisation de ces femmes? Oui et non. Non, parce que finalement, c'est un phénomène qui dépasse Strindberg. Strindberg, c'est le seul qui a émergé par peut-être une sorte d'effet Mathilda ou d'effet de halo. La littérature suédoise, c'est une littérature mineure. On ne peut pas retenir plusieurs noms dans l'économie de la littérature mondiale. Et là, je renvoie aux travaux de Pascal Casanova. Et donc, on ne va retenir que celui de Strindberg.
Pourquoi celui de Strindberg? Paradoxalement parce que lui a eu plus de succès à l'étranger de son vivant qu'en Suède, où il était quelque peu banni, tandis que nos autrices ont eu beaucoup de succès en Suède, mais n'ont pas réussi à avoir du succès à l'international. Et donc en fait, dans la postérité, ça s'est inversé, c'est-à-dire le seul auteur reconnu internationalement de son temps, Strindberg, l'a emporté sur les autrices qui n'étaient finalement connues qu'en Suède et qui ont donc échoué à s'insérer dans un réseau féministe. Et puis, je suis désolée, mais Strindberg en est aussi responsable. On a édité, on a traduit beaucoup de Strindberg, et en particulier beaucoup de correspondances où en fait Strindberg, qui n'arrivait pas à se faire jouer en Suède alors que ces femmes étaient jouées, disait beaucoup de mal de ces autrices. Et on revient à ce que disait un petit peu Aurore tout à l'heure, en fait, c'est que du coup, ces femmes doivent doublement prouver que leurs pièces sont bonnes, puisqu'on en a dit tellement de mal que ça devient en fait quelque chose qui est ancré. Alors rassurez-vous, il y a toujours une justice divine, la némésis c'est féminin. On a inauguré il n'y a pas longtemps en fait une statue de Strindberg à Paris avec marqué en dessous les grandes œuvres de Strindberg. Et en fait on s'est trompé dans la date. Donc il y a un énorme cache noir en fait sur Mademoiselle Julie parce que ce n'est pas la bonne date. Je ne peux pas m'empêcher de penser que les autrices, quelque part, y sont pour quelque chose dans l'invisibilisation des œuvres de l'affreux Strindberg. Merci beaucoup.